Maître, vous avez été reçu récemment par le Premier ministre Ousmane Sonko. C'était quoi l'objet de cette rencontre? Nous avons été reçus par le Premier ministre pour justement échanger avec lui. Puisque depuis qu'il a été libéré et depuis que le projet a été choisi par le Sénégalais, les confrères n'avaient pas eu l'occasion de le rencontrer. C'était l'occasion de parler de ce qui s'est passé et puis de nous parler aussi de ses responsabilités et de la façon dont il entend conduire le gouvernement du Sénégal et puis réaliser aussi le projet et puis nous parler aussi de des perspectives politiques à venir et puis de la mobilisation aussi des avocats pour non seulement par rapport à ce qui a été fait, la mobilisation qui a conduit à la victoire, mais aussi à la réalisation du projet. C'était ça l'objet. Et puis bon, c'était tout un plaisir pour mes confrères de l'avoir rencontré au Petit Palais. C'était un moment très émouvant de revoir notre client dans ce cadre qui est le résultat de tout un combat qui a été mené par lui, évidemment, puisque c'est lui qui incarne le projet, mais aussi par le travail qui a été soutenu, accompagné par le peuple souverain du Sénégal, et puis avec le soutien des organisations africaines et des personnalités africaines et des partis politiques africains également qui s'étaient mobilisés pour soutenir le peuple sénégalais. Justement, par rapport à l'exécution, par rapport à la mise en œuvre du projet, est-ce que les avocats que vous êtes, est-ce que vous avez un rôle particulier à jouer par rapport aux perspectives justement dont vous avez fait allusion tout à l'heure? Non, nous n'avons pas une mission particulière puisqu'il s'agit d'une action politique qui relève de la souveraineté exclusive du Sénégal. Donc il y a certains avocats comme moi, nous n'avons pas vocation justement à nous immiscer dans l'exécution du projet, ici au Sénégal du moins. Mais en revanche, comme c'est un projet panafricaniste, certains comme moi qui ont le profil politique, nous allons faire en sorte que la flamme soit maintenue et que tous les peuples d'Afrique qui s'inspirent de ce qui s'est passé ici au Sénégal continuent à étudier la façon dont ce projet, le volet du moins panafricaniste du projet, soit réalisé, soutenu partout en Afrique, puisque nous sommes nombreux à vouloir effectivement que ce qui s'est passé ici au Sénégal se réalise sur l'ensemble du continent. Je tiens quand même à rappeler que le volet africain qui nous intéresse le plus, c'est cette... Par rapport au projet. Par rapport au projet, puisque je différencie l'aspect souverainiste, interne. Ça, je pense qu'il faut être très respectueux de la souveraineté de chaque pays africain, y compris le Sénégal, bien sûr. Mais il y a le volet panafricaniste, comme quoi nous devons nécessairement et en urgence nous soutenir mutuellement, puisque c'est ce qu'avaient fait les pères fondateurs de nos indépendances, pour que le travail qui a été entamé, initié par les pères fondateurs de nos indépendances, soit poursuivi par une nouvelle génération d'hommes politiques africains qui veulent que l'Afrique se réapproprie de sa souveraineté dans tous les aspects. Souveraineté politique, souveraineté économique, souveraineté financière, souveraineté judiciaire aussi, puisque lorsqu'on parle de souveraineté, on a tendance à parler de souveraineté politique. Mais là, il faut aussi aller très loin, parler même de la souveraineté judiciaire. Et j'ose espérer qu'au cours de notre entretien, j'aurai l'occasion de me prononcer sur ce volet judiciaire de la souveraineté africaine. Mais en tant qu'avocat, en tant que politique comorien, vous voyagez beaucoup. Quel écho
vous avez de ce qui a été réalisé au Sénégal, et vous y avez même participé en tant qu'avocat, mais de manière plus globale, quels sont les échos que vous avez de cette alternance, la troisième qui a été opérée au Sénégal et qui a consacré l'élection du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye? Partout où je suis passé, je vais vous donner déjà une anecdote. Ouais. Alors que le projet venait d'être choisi par le peuple sénégalais, j'avais une audience à la cour d'appel de Paris. Et je suis parti pour plaider un dossier. Dès que les gens, il y a même des Français, hein, et puis il y a des confrères aussi africains, lorsqu'ils m'ont vu dans la salle d'audience, tout de suite ils sont venus saluer le travail qui a été mené. Et lorsque je les ai croisés, j'ai senti des gens, indépendamment de leurs origines, indépendamment de leur pays également, et de leur appartenance politique, j'ai senti des gens qui se sont sentis concernés par rapport à ce qui s'est passé ici au Sénégal. Et lorsque vous allez en Afrique, il y a des personnalités politiques africaines de premier plan. Et ils veulent que ce qui s'est passé ici au Sénégal, en termes d'indépendance de la justice, en termes d'affirmation des valeurs et de l'héritage démocratique de ce grand pays, soit répandu partout en Afrique. Et les gens se posent la question, comment se fait-il qu'une justice soit aussi indépendante au point de faire basculer l'histoire. Ouais, de tordre à la limite le bras au président de la République. Voilà, ça c'est la question que certains se posent. Et j'ai eu à tenir une conférence. Surtout en Afrique. Surtout en Afrique. Ouais. Il y a des personnalités politiques malgaches, par exemple. Donc c'est très loin d'ici. Lorsqu'ils ont appris que j'allais me rendre à Madagascar pour tenir une conférence, ces personnalités m'ont tout de suite appelé pour me dire que, écoutez, on souhaiterait que dans votre intervention, vous nous expliquez davantage deux choses. Premièrement, quels sont les éléments qui ont déterminé la position du Conseil constitutionnel du Sénégal? Ça, c'est une première question. Et puis, deuxième question, on souhaiterait savoir ce qui a poussé M. Ousmane Sonko, alors que sa candidature a été rejetée, de choisir une autre personne. Et il voulait découvrir quel est le profil de M. Ousmane Sonko. Et puis, je disais tout à l'heure, les éléments qui ont poussé le Conseil constitutionnel du Sénégal, qui, à un moment, avait une position décriée, avait une position qui a fait l'objet des critiques et des attaques extrêmement virulentes, et que d'un coup, le Conseil constitutionnel se hisse au-dessus de tout. Il voulait savoir ça. Bon, donc, il y a le discours, celui de PASTEF, incarné par un leadership, et puis il y a l'adhésion du peuple sénégalais qui tout de suite a capté qu'il y avait un discours qui pouvait amener le Sénégal très 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 loin en termes de chamboulement, puisqu'il faut parler de ça aussi. Et puis, bon, il y a aussi les institutions. Il y a une chose sur laquelle il faudrait quand même revenir, c'est que moi j'ai eu l'occasion de le dire même ici chez vous, sur votre chaîne. J'avais dit à un moment qu'effectivement les institutions constitutionnelles du pays sont complètement, comment dirais-je, j'essaie de retrouver le terme que j'avais prononcé ici même chez vous, que les institutions constitutionnelles du pays avaient été malmenées et voire même bousculées et humiliées. Notamment l'institution judiciaire, à un moment, a été sérieusement humiliée. Mais elle a fini par retrouver ses lettres de noblesse en reprenant son indépendance et puis en réaffirmant le droit. Tout au long de mon engagement dans ce dossier, j'ai jamais douté de la capacité à la fois du peuple sénégalais et puis de l'institution notamment judiciaire de ce Puisque vous avez été à Ziguinchor et à Dakar. C'est quand même ce que nous avons vécu. Moi, c'est ce que je retiens le plus. Ce que nous avons vécu à Ziguinchor.
parce qu'il y a eu le courage. Est-ce qu'il faudrait le réaffirmer? Oui, puisqu'il ne faut pas banaliser ce qui s'est passé à Ziguinchor. Il y a eu des scènes surréalistes. Et il y a le courage, et puis il y a les attaques qui ont été dirigées en pleine salle d'audience contre un magistrat par une autre institution qui est venue à la salle d'audience pour humilier, attaquer un magistrat qui aussi a tenu à affirmer son autorité. Et c'est une scène qui n'a pas été décriée, je ne sais pas pour quelle raison, mais lorsqu'à 23h45, le juge se retire pour délibérer et qu'il y a une coupure instantanée de l'électricité et que le juge revient peu de temps après pour rendre son délibéré avec une lampe de poche, et 1h30 après, là il est 1h30 du matin, des femmes, donc je suppose que la plupart d'entre eux ne maîtrisent pas du tout le droit et les institutions judiciaires, mais qui apprennent tard dans la nuit que la justice s'est prononcée en faveur du droit. Et ces femmes sortent, dansent et viennent rechercher les avocats à l'hôtel pour danser, les remercier. C'est des scènes qui sont quand même des scènes extrêmement fortes. Et moi, j'ai vécu ça personnellement. Et puis, j'ai vu aussi le peuple sénégalais affronter les forces de l'ordre pour dire que si vous voulez marcher sur nous, nous tuer, pour que notre héritage démocratique soit préservé, nous sommes prêts. Que ce soit ceux qui étaient ici au pays ou bien dans la diaspora. J'ai eu l'occasion d'aller aux États-Unis. J'ai vu la diaspora sénégalaise aux États-Unis. Ceux qui sont en France, bien sûr, je les ai rencontrés. Et ceux qui sont à Mayotte, j'en ai rencontré également. C'est-à-dire qu'il y avait une adhésion profonde du peuple sénégalais pour justement préserver son acquis démocratique. Et les magistrats, quel que soit l'attachement qu'ils avaient, certains du moins, certains, je ne peux pas dire tous, puisque la preuve, j'ai parlé de l'indépendance de certains, qui s'est affirmé et réaffirmé. Et il y a le juge des Ziguinchor, mais il y a celui de Dakar également, puisqu'il ne faut quand même pas... Le juge de Dakar. Et puis, il y a aussi ceux qui ont manqué de courage, qui ont vu qu'il n'y avait rien à faire, il n'y avait rien contre Ousmane Sonko, mais ils n'osaient pas prendre la décision qu'il fallait. Et tout ça, mais à un moment, il y a eu cette prise de conscience à la fois des institutions judiciaires, des institutions religieuses de ce pays, qui a fait qu'il y avait une convergence pour défendre le droit, défendre la démocratie. Et c'est ça le message que nous allons continuer à, en tout cas moi je parle à mon niveau aussi, puisque moi je suis quand même politique, que nous allons... Du parti PACTEF, c'est ça? Je suis président du Rassemblement pour une initiative de développement avec une jeunesse active, donc c'est le RIDJA, et PACTEF, Patriote africain des Comores. Voilà. Et bon, donc nous allons un peu partout en Afrique nous inspirer de ce qui s'est passé ici et demander à ce que la parole de PASTEF Sénégal continue à soutenir les peuples africains qui sont opprimés. Et tout. Bon, voilà. Bon, donc, il y a le Sénégal, le Sénégal a une responsabilité morale et politique vis-à-vis des peuples africains. Puisque nous sommes nombreux à avoir soutenu, nous sommes nombreux à avoir cru, nous sommes nombreux à avoir aussi partagé cette joie. Bon, donc, le peuple sénégalais, et Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko et le président Faye également, ils ont des responsabilités qui sont historiques envers le peuple d'Afrique. Plus qu'envers le peuple d'Afrique que les autres... Qu'est-ce que Ousmane Sonko, leader d'un parti au pouvoir aujourd'hui, peut faire dans le cadre du panafricanisme pour améliorer, booster le panafricanisme à un niveau qui puisse régler beaucoup de problèmes que nous avons, nous, en Afrique?
D'abord, il le fait déjà. Il le fait déjà dans la mesure où il inspire. Et que PASTEF inspire, c'est déjà puisque c'est une contribution immatérielle, politique, en termes d'encouragement, en termes de conviction, faire partager sa conviction, et puis démontrer que l'Afrique a tous les moyens de pouvoir se prendre en charge et prendre son destin entre ses mains. C'est déjà un discours. Et puis après, nous osons espérer, en tout cas il l'a déjà dit, qu'il y aura une tournée qu'il fera dans différents pays et d'Afrique, sans doute peut-être, dans un premier temps, l'Afrique de l'Ouest, d'abord, et puis nous allons l'aider à visiter certains pays, justement pour porter la voix du PASTEF Sénégal envers les autres pays africains du continent. Il y aura sans doute des actions politiques communes, mais ça, je le laisse le soin à lui-même de venir un jour, s'il a l'occasion de venir ici, ou bien d'autres canaux. Cette tournée africaine, nous connaissons Ousmane Sonko, nous savons quelque chose de son parcours en tant qu'opposant. Pensez-vous que certains chefs d'État africains accepteront qu'Ousmane Sonko y aille au risque d'inspirer leur opposition? Je ne pense pas qu'il va s'adresser principalement aux opposants africains. Il va parler au peuple africain. Et lorsqu'il parle au peuple africain, y compris aux dirigeants, mais il n'a pas de leçons à donner à qui que ce soit. Il a des idées qu'il partage avec des frères africains et des organisations africaines qui se sont prononcées en faveur de sa libération, en faveur de sa victoire. Et je pense qu'il va continuer à les inspirer sans pour autant remettre en cause la souveraineté de chaque pays. Nous avons des idées communes avec PASTEF Sénégal. Nous avons une vision commune avec PASTEF du Sénégal. Il est tout à fait normal que celui qui influe, qui arrive à insuffler de l'espérance et puis de l'espoir au peuple d'Afrique, qui viennent rencontrer le peuple d'Afrique. Mais il ne va pas dans un pays quelconque pour pousser l'opposition de ces différents pays à bousculer les institutions de leur pays. Je pense que ce n'est pas dans son objectif et ce n'est pas son profil et ce n'est pas sa vocation. Mais lorsqu'on parle de Ousmane Sonko en Afrique, on pense au courage, on pense à l'idée de la souveraineté pleine et effective de l'Afrique. Et puis on parle aussi, lorsqu'on pense à lui, on a aussi une idée sur son attachement à la solidarité africaine. Bon, donc venir parler de cela ne veut pas dire qu'on vient s'immiscer dans les affaires intérieures du pays. Le Mali, le Burkina et le Niger ont quitté la CEDEAO.